Pour me présenter, effectivement, je m'appelle Baptiste Bataille, enchanté à tous. Moi, je suis chef de projet freelance. J'accompagne Afelou sur des missions d'accompagnement depuis maintenant, du coup, 2 ans. Peut-être un plus, du coup, ça fait depuis octobre 2022. Et en parallèle à ça, du coup, j'ai Monsieur Joris de chez Atifor. Yes, donc bonjour tout le monde. Joris Hart de chez Atifor Group. Donc cofondateur et directeur technique. Et pourquoi aujourd'hui on a choisi de faire cette présentation ensemble? C'est parce que nous, historiquement, on a récupéré le projet dont on va parler un peu avant l'arrivée de Baptiste. Et donc on a eu un avant. Et quand Baptiste est arrivé, il a mis en place des nouvelles choses dont lui, il va parler pour vous montrer comment on a pu un peu redresser la barre, si je peux me permettre de dire comme ça. Donc le site qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est le site Call, c'est le site de la plateforme Afelou. Afelou, bien sûr, qui est le leader sur toute la partie acoustique et sur toute la partie optique. Call, qui est l'acronyme simplement de centrale d'achat lunettes lentilles. Call, pour vous donner juste un ordre d'idée, c'est une plateforme avec 5 websites. Donc il y a le website France, Espagne, Portugal, Suisse, Monde. Call, ça représente environ 15 000 produits sur la plateforme, aussi bien sur des produits en optique, clip, lentilles, solutions d'entretien, merchandising, accessoires et autres. C'est un site qui du coup est accessible sur les 1400 magasins. Et Call, après, en termes de chiffre d'affaires, pour vous donner juste un ordre d'idée, c'est à peu près 1500 commandes jour et c'est un peu plus de 3 300 000 produits vendus par an ensuite. Tout à fait. Et donc, nous, qu'on est arrivé sur le projet, on a été, comme souvent, sur des projets Magento, et c'est pour ça aussi que je voulais le présenter. C'est qu'en tant qu'agence, on est souvent contacté finalement pour venir un peu à la rescousse, si je peux me permettre de dire comme ça. Et donc, ce qu'on doit faire, c'est de monter assez rapidement en compétence sur le sujet et de voir quels sont les dégâts et comment finalement on les fixe. Et le souci qu'il y avait sur ce site Magento-là en particulier, qui est un Magento donc open source, sur lequel il y a beaucoup de développement spécifique, c'est que les magasins l'utilisaient comme leur portail de commande, comme Baptiste l'a dit. Sauf que vous savez tous comment ça fonctionne en magasin. Ils laissaient un panier ouvert toute la journée, ils rajoutaient. Et quand le magasin ferme à 18h, là, il y a tout le monde qui dit « c'est bon, je commande ». Et c'est là où ça partait un peu en live, parce que des fois, les serveurs, quand ils n'étaient pas bien dimensionnés au début, ils crachaient, tout le monde perdait son panier, et il va expliquer à 1300 magasins, désolé, vous avez perdu votre commande de la journée, et il n'y a pas d'historique. Donc finalement, nous, on a été appelés pour aider Afelou sur ce projet-là, en B2B. Et c'était vraiment un B2B, comme je disais, en sous-régime. Finalement, le Magento, il tournait pas très bien. Et donc, il voyait qu'il y avait vraiment un baisse de volume et il manque de fluidité. En plus de ça, malheureusement, on n'a pas de screenshot à vous montrer, mais c'était un UX UI un peu 2015. Je pense que tout le monde ici dans la salle, si vous avez déjà fait du B2B, c'est pas hyper sexy. Allez, surtout des fois, on a des interfaces, ça nous fait plus penser à Windows 95 qu'à un site B2C aujourd'hui. Donc, à ce moment-là, il y a Baptiste qui est arrivé et qui finalement est arrivé un peu après nous, donc on a repris le sujet pour faire un diagnostic et avec quelques défis à la clé. Alors pour la stratégie, effectivement, nous, cette question, elle s'est vraiment très vite en fait posée, de vraiment savoir si on voulait rester sur la stack actuelle, sur Magento 2, ou si on peut peut-être sortir sur une autre solution. Après, ce qu'on s'était dit assez quand même rapidement, c'est que la stack actuelle était effectivement sur Magento, que Atifor était relativement doué sur cette plateforme-là. Donc on a finalement fait en fait le choix de finalement en fait rester sur Magento derrière. Yeah. Donc nous donc on a récupéré le projet, donc c'était un Magento bien sûr, c'est toujours un Magento aujourd'hui heureusement, parce que sinon je serais pas là, vu que je fais que des Magento et on serait pas au Meet Magento si on faisait du Silius. Mais non, sans blague en fait, je pense que vous le vivez peut-être aussi dans vos sociétés. Vous avez la direction qui débarque, qui dit ça marche pas très bien, dans 3 semaines vous mettez un Salesforce en place. Et donc là, c'est Baptiste, en échange, on a dit, OK, maintenant, comment on montre à la direction comment on redresse tout ce B2B-là?
qu'est-ce qu'on doit faire? Bien sûr, pas en 3 semaines, mais qu'est-ce qu'on peut déjà faire pour redresser la barre du B2B? Donc, on a travaillé ensemble sur donc, une approche qui est assez classique. Donc, on s'est dit, d'abord, on va vraiment faire une approche user-centric, donc dire, OK, c'est qui finalement les utilisateurs du site? Les utilisateurs du site, ce sont les franchisés. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Afflelou, c'est un réseau de franchisés. Et donc, bien sûr, tout le monde les connaît pour les offres Chin-Chin, mais leurs premiers clients restent leurs magasins. Parce que les magasins, ils doivent commander. Donc, finalement, il faut quand même faire une plateforme qui donne envie aussi aux magasins de commander. Ensuite, donc, on a utilisé du Content Square parce que on avait besoin de données. Parce que c'est bien beau de dire que ça ne fonctionne pas, mais à un moment, il faut aussi sortir des KPI. Et après, c'était vraiment de dire quelles fonctionnalités on peut implémenter sur du B2B, qui sont peut-être un peu plus B2C, pour avoir un ROI assez rapidement et un vrai retour. Donc le travail qu'on a fait en fait rapidement, moi en fait je suis parti durant les 4 premiers mois sur un véritable rapport d'étonnement. L'idée c'était de vraiment pouvoir lister l'ensemble des problèmes et l'ensemble des contraintes techniques que l'on pouvait avoir sur la plateforme, et on a fait aussi un questionnaire interne. Donc c'est un questionnaire qui a été livré auprès des 1300 magasins. C'était une liste de 10 ou 15 questions très simples. En fait, c'était vraiment simplement le fait de pouvoir dire est-ce que pour vous le site call vous semble rapide? Est-ce qu'il y a des problèmes pour vous pour pouvoir passer commande et autres? Et on est arrivé sur une note en fait globale là-dessus de 6,2 sur 10. Bon, ce qui était honorable en soi, mais l'idée c'était qu'on puisse vraiment faire un listing complet de l'ensemble des problèmes que l'on pouvait en fait trouver sur cette plateforme-là. C'est ça. Aussi, nous, on a travaillé avec Baptiste sur ce questionnaire-là. Et des fois, c'est vrai, pour notre ego, ça ne fait pas toujours du bien. Mais en amont d'un projet comme ça, c'est quand même bien de se poser des questions à nos utilisateurs. En B2C, c'est plus difficile. Mais quand vous avez un réseau de magasins qui, finalement, ont souscrit à votre modèle, c'est beaucoup plus facile. Ça fait un peu mal d'aller leur dire, est-ce que ça vous plaît, oui ou non? Là, c'était plutôt un non, si on peut le dire. Un 6,2, c'est pas non plus une note très très bonne, même si ça passe. Et donc oui, ce questionnaire, on l'a gardé assez longtemps, donc on l'a publié sur l'ancien site pour que finalement les gens, les franchisés, pouvaient y répondre. Ensuite, on a aussi donc transformé donc la plateforme entière en plateforme de service parce que Call était vu au début comme étant une plateforme de prise de commande. On s'arrêtait à ce moment-là de dire j'ai un client qui arrive en magasin, je vais commander les lunettes pour cette personne-là, je les commande sur Call. Tout le côté finalement publication, nouveautés, les annonces ne passaient pas par la plateforme. Ça passait par d'autres canaux, par d'autres emails. Et donc c'était aussi un moyen de dire comment est-ce qu'on remet central un système qu'on a aujourd'hui qui est du coup notre magasin, notre site B2B. Comment on fait en sorte de le faire vivre? Parce que voilà, c'est bien beau d'avoir une plateforme Magento B2B. Si c'est que pour passer des commandes, finalement, on n'utilise pas le système à son plein potentiel. Parce que on peut aller beaucoup plus loin, de dire les annonces, je les mets sur la page d'accueil. Les nouvelles promos, avant qu'ils arrivent en magasin, je vais commencer à pousser des PLV. Et donc, on a vraiment eu cette approche de dire si finalement on traitait notre B2B en étant un B2C, parce que le but c'est aussi que les franchisés achetaient plus, ça change un peu la dynamique du site. Et et dernier point, c'était un projet humain parce que imposer un changement à toutes ces personnes-là, je pense que tout le monde ici le sait, le changement c'est pas toujours facile. Donc de notre côté, pour finalement se dire qu'un projet est réussi ou pas, c'est bien chouette de pouvoir se dire sur le ressenti. Voilà, mais tout le monde aime faire ça et c'est pas très objectif. Donc, on en avait parlé d'installer Content Square. Donc, Content Square, je ne sais pas si des gens ici dans la salle le connaissent, qui est un outil d'analytique pour pouvoir un peu traquer qu'est-ce qui se passe sur le site. Il y a des heatmaps, etc. Donc, il y a pas mal d'outils intégrés dedans. Et ce qui est bien, c'est que de le mettre en avant du projet. J'ai déjà eu des cas où les gens ils disent on a fait une refonte Content Square, on l'a mis une semaine avant. Je dis ouais, c'est pas top parce que finalement vous avez aucun retour sur vos données. On peut pas comparer du Content Square d'une semaine avant le switch de votre refonte
avec 3 mois de données une fois que ça a été mis en ligne. Donc vraiment, on l'a vraiment mis en avant et ça nous a donné pas mal d'inputs sur comment finalement nos franchisés ils naviguaient sur le site. On en parle un peu plus de taille. Et donc voilà, c'est l'analyse, l'optimisation et la conversion. Et pour le côté Content Square, c'est avec une agence externe. Et ça aussi, c'était assez bien. C'était une agence externe qui s'appelle DNG qui l'a donc mis en place et qui finalement, on n'est pas biaisé parce que c'est nous-mêmes qui faisons les chiffres. C'est vraiment eux qui font les chiffres et on ne peut pas les fausser. Au niveau de tous les développements que l'on a pu mettre en place, c'est vrai qu'en fait, on avait pas mal de développements qu'on a pu travailler. Le développement principal qu'on a fait, nous, c'était sur la partie split order. Le split order, si vous voulez, nous, avec Afelou, il faut vraiment savoir qu'on a près de 15 entrepôts. Donc, c'est vrai que dès lors qu'on a n'importe quelle commande qui vient sur un panier, l'idée, c'est qu'on le split et qu'on le sorte directement auprès du bon code distributeur. Donc, c'est-à-dire que sur n'importe quel panier, on pouvait du coup après splitter en 3, 4, 5 commandes. Pour nous, c'était quelque chose qui était très important et qu'on a vraiment dû du coup travailler. Après, on avait la partie multi-website parce qu'on avait une demande qui était vraiment forte d'avoir une communication qui soit de plus en plus locale. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez, on a un call Espagne, on a un call Portugal, on a un call Suisse. Et il fallait vraiment que chaque entité possède sa propre com, possède sa propre langue. À savoir qu'aujourd'hui, nous, on a effectivement sur l'Espagne, on a bien sûr de l'espagnol, du portugais sur le Portugal, la Suisse, on a de l'allemand, on a du français. Et sur le Call Word, on a du français, de l'espagnol, on a de l'allemand, on a de l'anglais. Enfin, on a 5 langues en tout. Je sais direct. Ouais, c'est vrai que ça fait quelques langues. Oui. Donc il y avait pas mal de langues. L'un des points aussi qui était très important pour nous et qui avait été très demandé aussi par les magasins, c'était bien évidemment, comme on l'a aussi dans la partie du B2C, c'est de l'achat rapide. L'idée en fait, c'est que le magasin puisse vraiment passer commande le plus rapidement possible. Les magasins, quand ils sont face à leurs propres clients, l'idée c'est qu'ils puissent prendre n'importe quel article, le mettre au panier, valider, payer. Voilà. Donc en fait l'idée c'était que l'objectif en fait pour nous c'était de faire un site qui n'ait aucune couture. Et l'achat rapide, ça nous a permis justement du coup de faire de la mise au panier directement sur la page de collection, d'avoir un sidecart direct avec du coup la mise au panier avec de l'achat rapide directement. Le switch prix, c'était le fait de pouvoir masquer ou démasquer directement la partie en fait tarif, parce que l'objectif c'était pas seulement que la plateforme Call serve pour les professionnels, mais que ça vous serve aussi d'un outil de présentation. C'est-à-dire qu'en magasin, il faut vraiment savoir qu'on a près de 15 000 références qui sont vraiment extrêmement larges pour tout ce qui est monture, clip vert et autres. Donc l'idée, c'était qu'à partir du moment où en fait, le magasin n'avait pas la pièce, qu'il puisse tourner en fait, du coup, l'outil face client, qu'on puisse masquer les prix, parce que forcément, quand vous voyez les prix, bon, par rapport à ceux qui sont vendus, forcément, vous pouvez péter un câble, je peux l'entendre. Mais l'idée de switch de prix, si vous voulez, ça vous permet de pouvoir masquer, démasquer. Et l'idée, c'était que cet outil soit non pas un simple outil de vente, mais soit un outil de service, en fait. Donc nous, on a vraiment voulu pousser ça et expliquer auprès des franchisés que cet outil, voilà, c'était pas juste un simple outil pour pouvoir acheter, c'était du serviciel. Et ça, on a vraiment travaillé ça à fond. La partie recherche, c'était quelque chose de très important aussi pour nous parce qu'on s'est rendu compte justement avec toute cette partie data que toute la recherche se faisait dans 80% des cas. Les magasins connaissaient leur code d'article par cœur, ils les connaissent tous, ils bossent directement avec. Donc en fait, les magasins ne s'en mettent pas à passer, si vous voulez, dans la partie menu, monture, hommes, femmes, enfants ou autres. En fait, ils les connaissent par cœur et c'est vraiment ce qu'on a voulu travailler. Donc la partie recherche, on l'a optimisé. Alors à l'époque, c'était du coup avec Elasticsearch. En fait, à l'époque, on avait le natif et c'était vraiment le petit drop-down sur la recherche. Et donc les magasins, ils disaient mais c'est très bien parce que vous me proposez 3 produits. Mais quand je commence à taper R, 10, etc., il y en a peut-être 100. Et donc on a aussi adapté la recherche pour avoir vraiment une recherche full page dans laquelle on peut scroller. Parce que les 3 petits, quand vous installez sur un Magento natif, la recherche Elasticsearch,
c'était Elasticsearch en plus, vous avez les 3 petits qui s'affichent en dessous, la barre de recherche, c'est pas très ergonomique. Et le parti pris qu'on a pris aussi pour la partie recherche, c'était vraiment de partir sur une pleine page aussi. Donc l'idée, c'était pas forcément d'afficher qu'un seul produit, c'était d'en afficher d'autres. Donc je crois que sur la pleine page, on doit être à au moins 15 refs directement disponibles dessus. Et accélérer le parcours UX/UI, c'était vraiment ça. Nous, l'idée, c'était encore une fois qu'on ait un parcours qui n'ait aucune couture. Donc l'idée, c'était que le magasin passe commande extrêmement rapidement. Donc c'est pour ça qu'on a refondu et en fait on s'est inspiré des codes du B2C et en fait quand j'ai fait toute ma démarche UX UI pour justement faire cette refonte graphique, je me suis inspiré non pas bien sûr de l'ensemble des sites pro, mais je suis allé vraiment chercher sur tous les sites marchands, parce qu'aujourd'hui, en fait, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'un responsable magasin, quand il va sur le site de Cole, c'est comme s'il allait après le soir chez lui sur le site de Nike, de Sarenza, la Fnac ou autre. Donc en fait, les magasins et les responsables sont habitués à partir sur des sites B2C. Donc en fait, il faut vraiment respecter cela et être sur les mêmes codes. Et c'était vraiment le parti pris qu'on a pris, et on pourra le voir après, de partir sur un site qui soit le plus épuré possible. C'est ça. C'est un autre talk que j'ai déjà donné, mais c'est vraiment de dire le rapprochement finalement entre le B2B et le B2C devient de plus en plus vrai, parce que d'un côté, on va avoir les mêmes outils, mais de l'autre côté, il ne faut pas oublier que, comme Baptiste l'a dit, la personne qui achète en B2B, un grand acheteur, le soir, pour lui-même, il achète en B2C. Donc, si jamais vous changez les cotes entre les deux, la personne, elle va acheter peut-être un peu plus en B2C et il veut retrouver ses cotes. Et c'est ça qu'on a vraiment essayé de mettre en avant. Donc le projet, la mise en œuvre, ça a été sur de longs mois. Donc nous, on a fait le choix de UVA. Donc ils sont en train de présenter des nouveautés à côté. Donc UVA qui était là pour la performance et la fluidité du site. Donc ça, c'était vraiment un grand gain pour nous, parce qu'on était sur un Magento un peu vieillot avec un vieux thème. On a fait une recette importante avec les franchisés parce que, comme je disais au début, on voulait avoir ce changement, cet accompagnement du changement avec les franchisés. Donc, on a fait une phase de recette assez poussée avec eux pour savoir est-ce que le site correspond vraiment à ça. Et aujourd'hui, on va voir après, c'est devenu vraiment un outil. Donc, comme on a dit, réduction entre la frontière B2B et B2C. Et aussi des gains immédiats qui ont été confirmés par DNG, le cabinet externe. Donc, par exemple, à la recherche, je ne peux pas vous montrer parce qu'on n'a pas l'accès, mais ce n'est pas grave. Donc je suis désolé. Bon. Oui, voilà, il faut que je le donne. Faut que je le donne l'accès, mais c'est pas vrai. Malheureusement, c'est super l'effet démo. On l'a en live. Il faut imaginer que c'est très très beau, c'est très fluide. Ça. Imaginez-vous une belle recherche. Voilà, super. Et ça va faire pareil du coup pour la commande en un clic. Eh oui. Donc la commande est déjà passée. Voilà. Vous voyez. Elle est tellement rapide que. Tellement rapide. Non, pour vous dire, la commande en un clic, imaginez-vous Amazon. Imaginez-vous Amazon. Aujourd'hui, c'est tellement facile d'acheter sur Amazon. Sauf que ce qui est génial sur du B2B, c'est que finalement, si vous travaillez avec un magasin, vous connaissez depuis l'ERP son adresse, sa méthode de paiement, la méthode de livraison, est-ce qu'il a le franco ou pas. Et dans le B2B, ce qui est génial, c'est que généralement, ce qu'on fait quand on fait du commerce en gros, on fait des BL, on les rassemble à la fin du mois, on fait une facture. Et donc finalement, on s'est dit, mais pourquoi passer par un checkout et faire valider la personne l'adresse de livraison, qui est de toute façon toujours la même, le mode de paiement qui dit, vous serez facturé à la fin du mois. En fait, il n'y a pas de paiement en fait, chez nous. Il faut vraiment savoir que c'est du paiement qui est fait à 30 jours. Donc en fait, on peut directement mettre oui. Et donc c'est pour ça qu'on a vraiment fait en fait ce choix de partir sur un checkout qui soit le plus rapide possible. Il n'y a qu'une confirmation de commande et point barre. Voilà, c'était vraiment. Et par contre, ce qu'on a mis en place au cas où effectivement le magasin se trompe, c'est qu'on a la possibilité d'annuler n'importe quelle commande pendant 59 minutes. Au cas bien sûr, pour pas qu'il y ait de problème ou autre derrière. En B2C, on fera pas ça. En B2C, on fera pas ça. En non, B2C, mais c'est vrai, on a cette fonctionnalité de pouvoir annuler une commande parce que des fois, ça arrive qu'on a mis ce cliquer, hop, et ça part. Tant mieux pour nous. Voilà. Et à la fin d'un projet, ce qu'il faut surtout pas oublier, c'est il faut mesurer pour progresser. Et donc, comme on disait, finalement, à la fin du projet, c'est par rapport au KPI qu'on avait mis en avant, donc on voit que finalement, on a 2800 sessions par jour.
Donc bah, là, pour 1300 magasins, bah, c'est à peu près 2 sessions par magasin par jour. Et bah, on a vu qu'on on est passé sur une commande tous les 30 secondes. Donc par rapport au pic qu'on avait à 18 heures, bah, maintenant on voit vraiment que les magasins, ils commencent à aller. Ils mettent au panier, ils commandent. Ils mettent au panier, ils commandent, ils mettent au panier. C'est presque vraiment une commande par personne qui passe en magasin. Sauf que bah, pour le stock, bien sûr, là on fait un peu plus. Mais c'est vraiment un outil qui a été développé pour eux. Bah, là, malheureusement, du coup, vous ne pouvez pas le voir. Mais on a même poussé plus loin pour avoir de l'essayage virtuel. Donc, sur les vignettes PLP, vous avez un petit bouton qui lance la webcam avec l'essayage virtuel. C'est des fonctionnalités que vous retrouvez qu'en B2C. Mais maintenant, en fait, en faisant ça, on a donné accès au magasin de dire, bah, hop, on tourne le PC, on fait essayer les lunettes à la personne et on se dit, bah, ça vous plaît pas, ça vous plaît, hop, on passe commande, achat rapide et c'est déjà fait. L'essayage virtuel, effectivement, juste pour rebondir en fait, là-dessus, ça rejoint cette même logique de vraiment rester dans ce côté serviciel. On veut vraiment que, et en plus maintenant, c'est d'autant plus le cas depuis l'année 2024 où en fait on a des tablettes qui sont disponibles c'est en mode magasin qu'on peut vraiment en fait du coup travailler avec. Et dans les KPI aussi, je rejoins juste ce KPI-là qui est pour nous le KPI le plus important. Faut vraiment savoir que lorsqu'on est en fait lorsqu'on est arrivé c'était en 2022, les réclamations ADV pour call représentaient plus de 15%. Maintenant, on est à 0,33%. Donc, autant dire qu'elles ne savent même plus ni nos noms, ni nos prénoms. Elles ne se rappellent même plus de nous. Donc, pour nous, c'est un excellent combat de travailler dessus. Mais au final, il faut vraiment savoir qu'on était harcelé par elles. Il y avait des bugs dans tous les sens et c'était très problématique. C'est ça. Bah, ça, c'était pour la direction, par exemple, c'était vraiment le KPI central, quoi. C'était rendre finalement aux ADV leur vrai travail qui est vraiment l'assistance aux ventes et faire des ventes et pas mon panier a disparu, qu'est-ce que je dois faire et voilà. Donc ça, on avait beaucoup au début. Et après, comme on disait, parce qu'on ne voulait pas vous laisser sur votre faim, donc les insights Content Square, à prendre toujours avec un grain de sel bien sûr, parce qu'on est sur du B2B, sur un marché qui est fermé. Voilà, ne mettez pas ça en disant demain je migre sur UVA, j'ai ça en B2C. On voit que le taux de rebond, finalement, il a réduit de 21%. Donc finalement, les magasins, ils restent plus longtemps sur le site. Donc ça, c'est quand même assez génial. Un taux de conversion de 51%. Et là, il faut bien dire taux de conversion, parce que finalement, vu que maintenant, les magasins, ils passent des commandes beaucoup plus rapidement, on n'a plus cet effet qui coule de dire je garde mon panier jusqu'à le soir et je valide à ce moment-là. Et des fois, on avait des magasins qui gardaient des paniers pendant des jours. Ils gardaient, et ça c'était incroyable parce qu'ils gardaient des paniers pendant une semaine, avec 90 produits, et là, ce jour-là, il y a un bug, et ils perdent tout. Là, je peux vous assurer que les ADV, ils ont dû entendre parler. Et donc, ce taux de conversion, bien sûr, vient aussi de là, de vraiment améliorer et accélérer cette partie-là. Vitesse de chargement, donc plus 53%. Donc ça, c'est vraiment grâce à UVA. Et après, la confirmation de commande, comme j'ai dit, c'est 98%, c'est par rapport à l'avant. Mais comme dit, avec toutes les améliorations qu'on a fait, et il faut bien se dire, c'est dans un cercle fermé parce que de toute façon, les magasins sont obligés de passer commande par là. Ils peuvent le faire par téléphone, mais s'ils le souhaitent, ils peuvent maintenant le faire par le site. Et ça se voit que finalement, tout le monde passe de plus en plus par le site. On va presque doubler quoi. Je crois qu'il restait moins de 5 minutes, pardon. Est-ce qu'on a l'ancienne version par hasard où on pourrait juste montrer les vidéos ou pas, ou si vous avez, ce serait magnifique. Oui. Parce qu'en fait, ça fait un peu quand même teasing depuis 20-25 minutes. Et on n'a rien montré. Il n'y a rien à se mettre sous la dent. Tadam. C'est ça. Pardon. J'ai la version et je sais pas où est-ce que c'est plus loin encore. Ouais, celle-là. Est-ce que vous pouvez regarder si ça se joue ou pas? Ça se joue. Voilà, donc finalement, vous voyez, donc on a changé un peu pour avoir des bannières sur la page d'accueil qui vraiment montrent les nouveautés. Et là, vous voyez, on retrouve un peu plus cette atmosphère de B2C, un peu plus épurée, c'est pas très long. Des communications, des liens utiles. La recherche rapide qu'on a fait aussi en full page à ce moment-là, parce que, comme on dit, c'est un outil qui est censé être utilisé pour les ventes aussi. On pourrait même aussi le dire en off, mais l'équipe digitale, donc l'équipe B2C, était jaloux en fait de ce qu'on avait fait. C'est pour ça qu'on va pouvoir teaser ensuite après sur les next tapes. Voilà.
Et après, donc voilà, on retrouve les PDP. Des PLP qui sont très, très épurés. En soi, on retrouve la partie référence porteur. Alors, on l'a pas vu. C'était l'une des demandes qui est spécifique aussi du coup pour le B2B. La référence porteur, c'est la possibilité pour les magasins de pouvoir renseigner pour n'importe quel produit le nom, prénom et d'avoir vraiment un code en fait client qui soit rattaché pour chaque produit qui est directement ici. Voilà. Et après, bah voilà, vous avez le panier. Et l'achat rapide qui est là, voilà, Voilà, qui était un peu rapide, mais donc en un clic. Non, c'était cette vidéo. Voilà. Du coup, bah, comme Baptiste a le teasé, bah, donc le B2C va aussi du coup passer sur Adobe Commerce. Et on est en train de travailler, effectivement, comme Call fut un véritable succès pour nous et qu'on l'a terminé déjà depuis avril 2024. Là maintenant, on est en train de travailler déjà sur la partie B2C depuis quasiment depuis août 2024 aussi pareil, pour un lancement normalement pour 2025. Voilà, donc ça c'est en cours sur la même plateforme, mais par contre sur la plateforme Adobe Commerce cette fois-ci. Tout à fait. Voilà, ça va être pour les futurs projets de 2025. Donc beaucoup de sujets chez nous. Ben, merci beaucoup pour votre attention. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je ne sais pas si je dois déplacer le micro, le donner. Cette méthodologie héroïste, est-ce que, on voit bien que vous avez des KPI à chaque fois sur les différentes features. Est-ce que vous fixez des objectifs en amont avant de développer des features en vous disant je veux atteindre tel ou tel objectif et du coup je mets en place ces KPI pour effectivement constater, ou est-ce que c'est de la valeur que j'imagine mettre en place avec une feature, et donc du coup je vais juste constater à la fin que effectivement. Alors c'est une très bonne question parce qu'en fait en B2B ce qu'il faut vraiment savoir c'est que cette culture héroïste, en tout cas chez Afelou, elle était absente. Faut vraiment comprendre que pour eux en fait le vrai fondamental c'était vraiment de faire un site qui marche. Les magasins, ce que eux voulaient, c'était un site qui marche. Vraiment point barre. Donc cette culture héroïste, on l'a apportée ensuite après pour vraiment prouver et mettre en avant les faits que tous les développements que l'on voulait mettre en place, on pouvait en fait mettre derrière tout ça des ROI pour en fait pour montrer vraiment le retour sur investissement. Là, je sais que par exemple là maintenant j'aimerais aussi arriver avec Call sur d'autres projets. Les projets que par exemple j'aimerais mettre en place pour eux, c'est de l'hyper-personnalisation. L'hyper-personnalisation, c'est quoi? C'est le fait de dire que pour chaque magasin, on a des structures qui sont vraiment très différentes. On a des magasins qui sont opticiens, des magasins qui sont acousticiens, des magasins qui ont des concept stores différents, des magasins qui ont différents en fait, produits que d'autres n'ont pas. Et l'idée, c'est que quand le magasin vient sur sa propre plateforme, qu'on lui offre seulement ce que lui vend. Et ça, c'est vraiment ce qu'on veut travailler demain. Donc, on veut vraiment arriver sur une plateforme qui soit très personnalisée et qui réponde vraiment à l'attente client. Et là-dessus, je te rejoins. L'idée, en fait, là-dessus, bien sûr, c'est que ça a un coût réel. Donc, il va vraiment falloir qu'on puisse venir avec des KPI et vraiment montrer quel est le gain réel et comment est-ce qu'on peut améliorer l'expérience pour les magasins. Moi, en fait, ce qu'on a vraiment toujours voulu faire, et c'est vraiment ce que j'ai toujours dit, c'était on veut faire un site pour les magasins et par les magasins. Et en fait, on a vraiment toujours travaillé comme ça. Mon client, moi, c'est les 1300 magasins présents. Point barre. Nous, c'est vraiment ce qu'on veut vraiment travailler. Voilà. Je suis peut-être passé à côté, mais concernant le B2C, c'est une migration de quel CMS vers Adobe? Alors, c'est une migration Symfony vers Magento 2. Vers Magento 2, ok. Ouais. L'idée principale, c'était vraiment de se dire qu'on avait des vrais points communs concernant, par exemple, notre PIM qui va être le même. On travaille sur la même stack Salesforce. Donc l'idée, c'est qu'on pouvait vraiment cumuler énormément de choses. On pouvait avoir des imports catalogues qui soient vraiment vraiment proches. Les exports de commandes aussi pareil. Les imports aussi BL pareil. Enfin, on se rend compte qu'en fait, on a des maillages qui sont vraiment forts. Donc l'idée, c'est qu'aujourd'hui, jusqu'à présent, il y avait une équipe dédiée Call, il y avait une équipe dédiée B2C. Donc demain, c'est ce qu'on veut vraiment mettre en place, et qu'il n'y ait qu'une seule et même équipe forte et qui vraiment travaille sur ces deux mêmes plateformes qui sont en fait vraiment en soi du coup extrêmement proches. Merci beaucoup.